L'étang noir par Frederick Stuart Green. Les lourdes grilles en fer forgé du domaine Van Norden se dressent aujourd'hui, sinistrement closes. L'allée qui mène à la maison abandonnée sur la colline s'étire, envahie par les mauvaises herbes et inutilisée, entre deux rangées de châtaigniers morts du chancre. Et ce ne sont pas les arbres morts dressés, dépouillés de leur écorce et blanchis qui arrêtent l'intrus. Dans le vallon à droite, dissimulé sur la route, se trouve l'endroit redouté du voisinage. Là, enfermé par des robiniers serrés dont les cimes décharnées dépassent haut au-dessus d'un fouillis de broussailles et de ronces entremêlées, luit la sombre surface de l'étang noir. La famille Van Norden avait essayé pendant des années de faire appeler leur lac l'étang miroir, mais le natif de Long Island fronçait les sourcils. L'étang noir avait été du temps de son grand-père, et l'étang noir devait rester. Et pourtant, le mot « miroir » convient bien à cette longue et étroite pièce d'eau. Les arbres de ses rives se rejoignent presque sans interruption au-dessus de l'eau immobile. Les feuilles vivantes des branches étalées jettent toujours une ombre dense sur la surface sombre. Les feuilles mortes, tombant saison après saison, coulent jusqu'au fond et en pourrissant y forment une vase toujours plus épaisse d'une noirceur d'encre, qui fait refléter à l'eau claire chaque objet des berges avec une netteté étrange. Noir l'étang l'est bien, et miroir noir également. Un miroir dans lequel nul désormais ne se soucie de plonger le regard. En hiver, le rire des patineurs ne résonne plus sur l'étang. Les voix de ceux qui autrefois brûlaient d'utiliser sa surface gelée ne troublent plus le silence de ce lieu fatal. Après la tombée de la nuit, été comme hiver, le passant fait un grand détour pour éviter ces rives lugubres. L'ancien pavillon de bain, jadis élégant, se dresse maintenant de guingois. Ses murs affaissés, écaillés et peintures tachées ploient sous le poids d'un toit qui fuit. L'étang noir, autrefois la fierté des Van Norden, n'est plus qu'un désert au milieu de terres négligées d'un domaine désolé. Dans la maison de pierre grise, à un demi-mille de là, à travers les bois, vivaient, il y a quelque 50 ans, les principaux acteurs de la tragédie qui donna à l'étang noir son histoire plus sombre encore. Au maître et à la maîtresse de cette demeure vouée au malheur étaient venus des jumeaux, 2 garçons, de si parfaits doubles que seule leur mère pouvait les distinguer instantanément. Les connaissances, même les vieux amis, étaient forcés d'attendre, incertains que l'un ou l'autre prît la parole. La parole amoindrissait la difficulté de reconnaissance, car les frères Van Norden avaient échappé à l'un des inconvénients de la vie de jumeaux. Des personnalités distinctes leur avaient été accordées. Schuyler Van Norden était vif de parole, d'action et de caractère. Alan Van Norden était réfléchi, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais le signe le plus sûr qui les distinguait était la différence de leur rire. Schuyler, amusé, fronçait brusquement les sourcils, puis rejetait la tête en arrière et éclatait d'un grand rire plein. L'appréciation de l'humour chez Alan était plus tranquille. Son rire ne commençait jamais par ce froncement contradictoire et n'était jamais suivi de cette tête rejetée en arrière. Schuyler était le meneur nerveux et brillant. Alan, le cheval de trait, solide et régulier de l'attelage. Pendant leurs années d'école, les jumeaux furent, pour le juge et Madame Van Norden, un sujet inépuisable de débats amicaux. Leur mère, le visage éclairé d'un sourire, satisfait, déclarait « Schuyler se distinguera au barreau. Ces brusques changements de voix feraient un acteur célèbre, non bien sûr qu'une telle carrière soit convenable. » Et sa belle tête opinait avec assurance. Le juge, tirant longuement sur son meerschaum, plaidait pour son client. « Alan est constant. Il met longtemps à se décider, mais une fois sa décision prise, eau dormante, ma chère, eau dormante. » Le vieux dicton selon lequel les frères doivent se battre semblait voué à l'échec avec les jumeaux Van Norden. À mesure que les années passaient, les fils de leur vie se tissaient en une maille toujours plus serrée. Lorsque le dernier examen de l'école préparatoire fut passé, le juge Van Norden rit avec contentement derrière sa barbe blanche.
N'ai-je pas toujours défendu Alan? Pas premier de sa classe, non. Mais où était ton Schuyler? Madame Van Norden s'éventa paisiblement, son sourire sans nuage. Qui a obtenu le rôle principal dans la pièce de l'école? Le juge, fumant dans un silence pensif, concéda le point. À travers les nombreux acres de leur propriété, le père et la mère, satisfaits, regardèrent le soleil couchant, tomber dans les collines, au-delà de la rive lointaine du détroit rougi. Puis la voix agréable de Madame Van Norden reprit. « Attends l'université. Ça sera le vrai test. Les amis comptent. » La ligne entre les sourcils du juge se creusa. « J'ai surpris les garnements aujourd'hui. Je les ai pris à fumer ces cigarettes d'un nouveau genre. Schuyler s'est brûlé la main. Alan, le coquin, s'est contenté de rire, en disant « Pris sur le fait, votre honneur ». Durant leur dernière année d'université, un incident survint qui aurait marqué un point pour le juge si le moindre murmure en était parvenu jusqu'à l'étang noir. Mais les frères ne parlèrent jamais de l'affaire, et les quelques autres témoins furent jurés au silence par Nicolas Porter, l'ami le plus intime d'Alan. Ce fut fait à l'université. Pendant cette dernière année de leur vie universitaire, les soirées de Schuyler n'étaient pas toujours passées auprès de son frère plus studieux. Une nuit, peu avant les examens finaux, Alan, las d'attendre, ferma son livre et se mit à arpenter la pièce avec inquiétude. Lorsque l'horloge du collège sonna l'unique coup du nouveau matin, il fronça les sourcils et, allant à la fenêtre, scruta à travers la vitre éclaboussée de pluie. Les rangées de lumière qui bordaient les allées mouillées vacillaient faiblement au-dessus d'un campus désert. Schuyler se précipita dans la chambre et se laissa tomber sur une chaise. « Dis quelque chose. Parle-moi, Alan. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Schuyler? Tu as beaucoup perdu ce soir? Je suis en avance sur mon allocation, tu sais. » Le désir d'aider donna un ton plus profond à la voix lente d'Alan. Pendant longtemps, aucun mot ne vint. La pluie fouettant les fenêtres fut le seul bruit dans la pièce. Alan prit la tête de son frère entre ses deux mains et força Schuyler à soutenir son regard. Leurs deux visages, l'un tiré par le désespoir, l'autre creusé par l'inquiétude, se ressemblaient comme un visage devant un miroir et son reflet dans le verre. « Maintenant, dis-moi, Schuyler. C'est... On m'a accusé de tricher. Bon sang. Qui t'a accusé? Follet. Et tu l'as tué. » Les mots d'Alan furent prononcés très lentement. « Non. Non, certainement pas. » Alors qu'as-tu fait? Eh bien, je n'ai rien fait. Tu es en train de me dire que tu as laissé John Follet t'accuser de tricher et s'en tirer sans dommage? La question vint avec une stupeur plus lente encore. J'étais tellement... Alan, je ne savais pas quoi faire. Schuyler s'affaissa davantage sur la chaise et se couvrit les yeux. L'étonnement cloua Alan au silence. Était-ce bien son frère, cet homme recroquevillé devant lui? Les muscles de sa gorge se contractèrent. Lentement, la couleur quitta son visage. Était-il possible que... Non, cette pensée lui fit honte. C'était la pure stupéfaction, voilà tout, la stupéfaction. Un Van Norden accusé de tricher aux cartes, c'était l'absurdité de la chose qui avait pétrifié Schuyler au-delà de toute réaction. Je comprends, Schuyler. Tout va bien. À présent, c'est mon affaire. Le bras d'Alan passa autour des épaules de son frère. Le regard dans les yeux de Schuyler força Alan à se détourner à la hâte. Il traversa la pièce et, saisissant une lourde canne, se hâta dans le couloir jusqu'à s'arrêter devant une chambre d'où venaient des voix fortes. Alan ouvrit la porte d'un coup. Aussitôt le silence tomba. Les hommes autour de la table de jeu restèrent figés, chacun dans la pose où son arrivée l'avait surpris. « Je suis Alan Van Norden. » Cette annonce relâcha la tension. Alan regarda délibérément chaque visage excité, l'un après l'autre, pour finir enfin sur un homme aux paupières lourdes, au corps massif, de l'autre côté de la table. « Mon frère Schuyler me dit que Follet, ici présent, l'a accusé de tricher. Y a-t-il un autre homme dans cette pièce pour soutenir cette accusation? »
De nouveau, il scruta chaque visage. « Je vois qu'aucun de vous ne le fait, et pour la bonne raison que Follet a menti. » Il se tourna brusquement vers l'homme aux paupières lourdes. « Maintenant, monsieur Follet, vous allez dire à ces messieurs que mon frère n'a pas triché et que vous avez menti en disant qu'il l'avait fait. » Follet recula, tirant une chaise loin de la table. « Et puis quoi encore ? J'ai dit qu'il avait triché et je le répète. » Alan se jeta sur lui. La chaise heurta durement son épaule. Il l'arracha des mains de Follet et l'envoya voler à travers la pièce. Au même instant, il abattit la lourde canne sur la tête de l'homme. Avant que quiconque pût intervenir, Alan, maintenant Follet debout, frappa de nouveau. Le second coup fendit le cuir chevelu de l'homme, y ouvrant une longue plaie. Nicholas Porter fut le premier à atteindre les deux combattants. Il passa les bras autour d'Alan et le tira en arrière. Quelqu'un saisit Follet, et les hommes en lutte furent enfin séparés. « Arrête, espèce de fou, tu vas le tuer !»« C'est exactement ce que je vais faire. Il a dit que mon frère avait triché. Lâche-moi, bon Dieu !» Follet était affaissé sur le sol. « Alan, au nom du ciel, qu'est-ce qui te prend? Il est à terre. Tu ne peux pas le frapper, il est hors combat, je te dis. » Les mots de Porter calmèrent Alan. Après un moment, il se détourna de l'homme tombé et laissa son ami le ramener à ses chambres. Mais durant les quelques heures qui restaient encore de cette nuit, le sommeil ne vint pas. Il les passa à repenser à son acte. Ses amis, il le savait, avaient été surpris par cet accès, mais lui ressentait plus que de la surprise. Il était stupéfait d'avoir découvert pour la première fois la force tourbillonnante de sa propre passion. Les jumeaux Van Norden commencèrent le vrai travail de la vie dans le cabinet d'avocat de leur père. Là, comme à l'université, Alan fut le travailleur sûr et appliqué. Il fallut presque 1 an après le premier discours de Schuyler au barreau pour qu'Alan se sentît capable de s'adresser à un jury. Lorsque toutefois il le fit, parlant de sa manière lente et distincte, le tribunal complimenta le jeune avocat sur sa conduite de l'affaire. Ce fut plus de temps après ce succès d'Alan que le premier coup fut porté au bonheur de la famille de l'Étang Noir. La longue vie du juge Van Norden prit une fin honorable. Les 2 garçons ressentirent vivement leur perte, mais conscients du plus grand chagrin de leur mère, firent tout ce qu'ils purent pour la réconforter. Ce fut Alan, cependant, qui se souvenait qu'un coussin ajoute au confort des dames âgées, que les fenêtres ouvertes derrière le fauteuil de sa mère n'étaient pas prudentes. Lorsqu'au bout d'un certain temps, la vieille dame majestueuse reprit sa place dans le monde, escortée par ses grands-fils, Schuyler était le premier de ses chevaliers à parler ou à danser avec quelques jolies filles. Un jour vint, environ 1 an après la mort du juge, où Schuyler manqua le seul train de l'après-midi que son frère devait prendre avec lui. Cette nuit-là fut la première que les jumeaux passèrent jamais sous des toits séparés. Quand Alan rentra chez lui, il raconta à sa mère toutes les nouvelles que les journaux avaient fournies ce jour-là, espérant que sa conversation l'empêcherait de s'inquiéter de l'absence de Schuyler. Lorsque le stock d'articles de presse s'épuisa, il se tourna vers les affaires locales. Il avait entendu dire qu'ils allaient voir un voisin. La propriété voisine de l'Étang Noir avait été louée par un certain monsieur Reed, veuf, avec une fille unique. Le premier dimanche, après l'installation de ses nouveaux voisins, Madame Van Norden fit atteler la voiture et, malgré les supplications de ses fils pour être dispensés, insista pour qu'il l'accompagne dans cette visite de devoir. M. Reed accueillit ses visiteurs. Sa fille, expliqua-t-il, était allée aux écuries examiner un cheval de selle nouvellement arrivé, mais elle les rejoindrait sous peu. « Nous devons rouvrir la grille entre nos propriétés, » dit gracieusement Madame Van Norden. Elle est clouée depuis 2 ans maintenant. Il n'y a qu'un demi-mille à travers les bois jusqu'à notre maison, vous savez. Ils étaient au milieu de l'une de ces descriptions générales du voisinage habituel aux premières visites. Schuyler esquissait avec volubilité les environs lorsqu'il s'interrompit brusquement. Marion Reed venait d'entrer. Schuyler bondit en avant, et Alan pensa qu'il garda la main offerte plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Quand la jeune fille salua sa mère, son profil était tourné vers Alan. Son visage entier pouvait-il être plus beau encore?
Assurément, la ligne de son menton ferme, la courbe délicate de sa gorge, ne ressemblait en rien à ce qu'il avait jamais vu. Lorsque son tour vint et qu'il regarda pour la première fois droit dans ses yeux bruns, il eut conscience de l'inspiration rapide qui lui échappa tandis que sa main se refermait sur la sienne. Plus tard, pendant que Marion leur servait le thé, Alan vit combien souvent son regard passait de Schuyler à lui, puis revenait encore. « Je sais. Vous pensez que vous ne serez jamais capable de nous distinguer, avouez. »« Non, vous vous trompez. » Bien qu'elle sourit, Marion prit sa question très au sérieux. « Mais vous n'êtes pas loin de la vérité. Je pensais que je ne manquerais jamais de savoir que vous êtes Monsieur Alan et que vous êtes Monsieur Schuyler Van Norden. Si vous y parvenez, vous serez la seule personne à part mère qui le puisse. » Ils écoutaient tous Alan. Son ton était inhabituellement grave. Et Schuyler finit par rire. « Bien sûr que mademoiselle Reed voit que je suis beaucoup plus beau que le vieux Alan. » Ce n'est pas du tout une question d'apparence. Et vous êtes différent. Je ne saurais dire exactement comment, mais vous êtes différent. Quand vint l'heure de prendre congé, Marion accompagna Madame Van Norden jusqu'à la voiture et resta sur la terrasse à leur faire signe tandis qu'elle s'éloignait. La lumière du soleil tombait sur sa tête découverte, donnant à ses cheveux cuivrés un état plus vif. Alan, silencieux, en voulait à chaque tour de roue qui augmentait la distance entre eux. « Ils sont tous deux délicieux, » dit Madame Van Norden avec satisfaction. Indubitablement cultivé. Une véritable acquisition, je dirais. Le vieux Reed fera très bien l'affaire. Et cette fille... Schuyler agita une main admirative vers le ciel. Quelqu'un a-t-il jamais vu un teint pareil? Quand ils arrivèrent chez eux, Alan se tourna vers son frère. « Viens dans la salle de billard, Schuyler. J'ai quelque chose à te dire. » Il passa son bras sous celui de Schuyler et l'entraîna hors du vestibule. « Nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre. Je plaide non coupable, Alan. Je n'ai aucun secret. Et je n'ai pas l'intention d'en avoir pour toi. Nous avons tout partagé, mais je savais que tôt ou tard viendrait un moment où nous ne pourrions pas partager. » Il s'arrêta. Le sourire de Schuyler ne lui facilitait pas les choses. « Tu me prendrais pour un fou, mais la fille que nous venons de voir est la fille que je vais épouser. Si je peux la persuader de m'accepter. » Regardant droit dans les yeux de Schuyler, il le vit froncer les sourcils de sa manière caractéristique, puis rejeter la tête en arrière et rire. « Eh bien, voilà que frère s'est réveillé d'un seul coup. Mais pourquoi cet air si solennel alors que les cloches du mariage sonnent déjà dans tes oreilles? Parce que, Schuyler, j'ai vu ton visage quand mademoiselle Reed nous a rejoints. Tu n'as jamais regardé aucune femme de cette façon. » De nouveau, le froncement brusque et le rire. « Mais mon vieux, si tu es déjà jaloux, c'est que tu es bien atteint. »« Non, je ne suis pas jaloux, mais je veux que tu saches, Schuyler, que je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Si tu tiens à elle comme à moi, comme je crois que tu y tiens ou que tu y tiendras, il faut que le terrain soit libre, que le jeu soit franc. Sinon, tout ce qui a tant compté dans nos vies deviendra amer. Si tu gagnes, je ne dis pas que cela ne me fera pas mal, mais je dis que j'encaisserai le coup et que je serai heureux que je ne sois pas un autre homme. » Schuyler se leva. « Mon vieux, tu es un phénomène. Mademoiselle Reed est une fille remarquable, la plus jolie que j'ai vue depuis une éternité. Mais je ne pars pas si vite au quart de tour. Quand je tomberai amoureux d'elle, je te le dirai. » Un sourire chassa l'air grave du visage d'Alan. « C'est tout ce que je demande. » Il tendit la main, mais Schuyler, cherchant une queue de billard, ne la vit pas. « Allez, Alan, nous avons encore le temps pour une partie avant le dîner. » Le voisinage ouvrit ses bras aux Reed. L'accueil fut peut-être un peu plus chaleureux encore du fait qu'il avait commencé avec Madame Van Norden.
Quant à Marion, elle plut au premier regard à tous les hommes, et mieux encore, à toutes les filles qu'elle rencontra. Où qu'elle allât, Alan observait son succès dans une lueur de bonheur. Un succès dont la jeune fille était aussi inconsciente qu'un enfant l'est de sa bonne santé. Parmi les nombreux admirateurs attirés dans le rayon de son charme, les jumeaux Van Norden captaient le plus souvent la lumière de son sourire. Les gonds de la grille rouverte entre les domaines n'étaient plus rouillés. Le sentier à travers les bois de la propriété Reed était utilisé chaque jour par l'un des frères ou par l'autre, souvent par les deux ensemble. Un soir, quelques mois après l'arrivée des Reed, alors qu'Alan était seul avec sa mère, elle leva vers lui un sourire depuis son ouvrage. « J'espère, Alan, que nous devrons bientôt refaire la vieille ferme de l'autre côté de l'étang. Et j'aimerais tant savoir lequel de mes garçons en aura besoin. » « Je donnerais n'importe quoi au monde, mère, pour être celui-là. Schuyler a promis qu'il me dirait s'il tenait à Marion. Et il ne l'a pas encore fait. » Madame Van Norden resta silencieuse quelques instants avant de parler. « Il serait difficile à Schuyler de le faire maintenant. Il n'est pas aussi franc que toi, Alan. » Ce ne fut que quelques jours après cette conversation qu'Alan entra dans la pièce où sa mère et Schuyler jouaient une dernière partie de cribbage pour la soirée. Son visage était comme le lever du soleil au-dessus d'une mer de juin. « J'ai une nouvelle merveilleuse. » Il traversa la pièce vers sa mère et l'embrassa. « Mère, je suis le plus heureux. Oui, je sais. Ils disent tous cela, mais c'est une chose si grande dans la vie d'un homme que nous ne savons pas quoi dire d'autre. » Il tendit la main à son frère. Ne regardant que sa mère, il ne vit pas que la bouche de Schuyler s'était fermée en une ligne amère. Le pouls de son propre bonheur battant haut lui cacha le tremblement de la main qu'il saisit. Sa mère lui rendit son baiser. « Je suis si heureuse pour toi, mon fils. » Et Alan sut, malgré le brisement de sa voix, qu'elle le pensait. « Splendide, mon vieux. » Si le ton chaleureux de Schuyler était forcé, il frappa l'épaule d'Alan avec assez de vigueur. « Mère, je n'arrive pas encore à y croire. Cela semble impossible qu'une fille comme elle puisse... » Alan se tourna vers son frère. « Schuyler, il n'y a plus qu'une chose maintenant. Tu avais dit que tu me le dirais, mais je ne peux croire qu'un homme puisse connaître Marion et... Tous les amoureux pensent cela. N'est-ce pas, Alan? Je suppose que tu prendras ton ami Nicolas Porter comme témoin. » Alan le regarda surpris. « Bien sûr que non. Je n'ai pas pensé au témoin, mais tu es le seul que je choisirai jamais pour ce rôle. » Vinrent ensuite pour Alan et Marion ces jours qu'aucun nuage ne peut ternir, qu'aucun orage ne peut détremper de leur joie. Chaque heure était remplie de grands projets. Il y avait la ferme hollandaise à remodeler, et ensemble ils discutaient chaque ligne des nouveaux plans. Ils regardaient chaque jour s'élever ce logis destiné à leur bonheur. Pour Alan, le grand mystère, pourquoi Marion l'avait choisi lui, restait insoluble. Pourquoi lui, plutôt que Schuyler? « Dis-moi, Marion, pourquoi as-tu tenu à moi alors que Schuyler était là? Et comment fais-tu toujours pour nous distinguer ?» Marion leva les yeux vers lui à travers l'obscurité croissante et sourit à son ton grave. « Baisse la tête, et je te le murmurerai. » Après un instant, elle tint sa promesse. « C'est ta voix lente et douce, ta manière moins sûre de toi, ta tendre façon que tu as d'être toi, qui me le disent toujours, qui me font aimer mon Alan. Mais surtout c'est ta voix. » Les travaux de transformation de la ferme devaient s'achever durant les dernières semaines d'avril, et Marion choisit le 1er mai pour le mariage. 3 nuits avant ce jour, une tempête soudaine surgit de la mer portée par un vent si violent que les fils télégraphiques furent arrachés sur toute la longueur de l'île. Le soir suivant la tempête, un messager venu de la gare remonta à cheval jusqu'à la maison Van Norden. Les frères venaient tout juste de rentrer. « Nous avons un fil qui fonctionne. Alors j'ai apporté ce télégramme pour Monsieur Alan. » Alan lut le message, puis fronça les sourcils en le froissant dans sa main.
Qu'est-ce qui ne va pas, Alan? C'est Nicholas Porter. Que je sois pendu s'il ne s'est pas fait arrêter. Il veut que je vienne en ville tout de suite. Eh bien, si tu te dépêches, tu peux encore prendre le train du soir. Et ne pas voir Marion. Voyons, mon vieux, tu oublies qu'après-demain, c'est le 1er mai. Schuyler, il va falloir que tu y ailles. Alan s'interrompit. Net. Schuyler fronçait les sourcils. Il n'y avait aucune amitié entre Porter et le frère d'Alan depuis la nuit de la partie de cartes. Bien sûr, je ne peux pas laisser Nick passer la nuit en prison. Mais Marion viendra à ma rencontre. Il resta un moment silencieux. Schuyler, veux-tu aller à notre grille au bord des bois à 8 heures précises et lui dire pourquoi je ne peux pas venir? Certainement. Toi, cours aux écuries avant qu'on ait dételé les chevaux. Prends la route de derrière. Tu as tout juste 9 minutes, mais tu devrais y arriver. Schuyler regarda depuis le porche Alan s'élancer. Quand son frère eut tourné un angle de l'allée, les sourcils de Schuyler se froncèrent brusquement, puis il rejeta la tête en arrière et rit. En montant vers sa chambre, il s'arrêta devant un cupidon de bronze dont les mains tendues portaient des torches pour éclairer le grand vestibule. « Veux-tu aller à notre grille au bord des bois et lui dire pourquoi je ne peux pas venir ?» Les mots furent prononcés à voix haute dans la voix lente d'Alan. Il rit doucement et se hâta de monter le large escalier. Plus tard, avant de quitter sa chambre pour rejoindre sa mère, il s'arrêta et derrière la porte close répéta encore une fois les mots d'adieu que son frère lui avait confiés. Alan découvrit que son ami Porter, en conduisant un cheval fougueux dans une rue latérale encombrée, avait renversé un enfant. Bien que l'accident fût dû uniquement à l'imprudence du garçon blessé, il fallut du travail et du temps pour trouver un magistrat et le persuader d'accepter une caution. Porter fut enfin relâché, mais à une heure trop tardive pour qu'Alan pût retourner à l'étang noir. Et toute la journée suivante fut perdue dans de fastidieuses procédures judiciaires liées à l'affaire. Alan tenta d'envoyer un télégramme à Marion, et la compagnie, en raison du service encore paralysé, n'acceptait que les messages d'une importance grave. Il était bien plus tard que l'heure habituelle quand Alan rentra chez lui. Il se hâta aussitôt vers le lieu du rendez-vous. Marion n'était pas à la grille pour l'attendre. Impatient, poussé par un grand désir en cette dernière nuit avant qu'elle ne fût toujours avec lui, il se mit à courir sous les arbres. Au bout d'un moment, il distingua sa silhouette, loin devant. Il l'appela et courut plus vite, pour retrancher quelques secondes à leur séparation. Pour la première fois, son pas ne s'accéléra pas au son de sa voix. Il ralentit jusqu'à marcher. À travers l'obscurité grandissante, il vit avec des yeux qui ne pouvaient manquer aucun changement en elle que ce soir-là son pas traînait. Alan s'arrêta net et regarda la jeune fille avancer lentement envahie d'une vague alarme. Il y avait dans le port de sa tête, dans ses épaules, quelque chose d'indéfinissable, un affaissement qu'il ne lui avait jamais vu. Alan l'appela de nouveau, espérant qu'elle n'avait pas entendu son premier cri. Une terreur soudaine le saisit. La vive réponse qu'il brûlait de voir n'était pas venue. Marion marchait comme auparavant, lentement vers lui, la tête toujours baissée. « Marion, mon amour, c'est ton Alan. » Aucun signe ne montra qu'elle l'avait entendu. « Marion ?» Il appela plus fort et tendit les bras. Quelques pas seulement les séparaient maintenant. Elle leva la tête un instant, puis avec un cri qui lui trancha le nerf le plus profond, elle bondit en avant et enfouit son visage contre sa poitrine. Elle s'accrocha à lui, tremblante. « Mais, Marion, ma chère, qu'est-ce que... » « Ne parle pas. Ne me parle pas encore, Alan. » À la détresse dans sa voix, le cœur d'Alan se serra. Il la tint dans ses bras forts et tendres, caressant silencieusement son épaule frémissante pendant que de longues minutes s'étiraient. « Ma chère, puis-je parler maintenant? Qu'est-ce qui t'a blessé ?» L'effort qu'il faisait pour maîtriser sa voix ne parut pas dans le ton doux qui lui était si cher. Ils restèrent là ensemble, longtemps, silencieux dans la pénombre, Alan tenant la jeune fille frémissante serrée contre lui. Lorsque, enfin, ses sanglots s'apaisèrent, il osa parler encore. « Mon amour, laisse-moi regarder dans tes yeux. » Elle pressa plus fort son visage contre sa poitrine. « Pas encore, Alan. Je ne peux pas.
Je ne peux pas. » Il lui releva le visage, mais elle résista, cachant de nouveau ses yeux. Il se pencha jusqu'à ce que ses lèvres pressent son front. « Maintenant, Marion, dis-moi. Je ne peux pas attendre davantage. » Faiblement, ses mots brisés, effrayés lui parvinrent. « Oh, Alan, comment as-tu pu? Toi, nous avons dû être fous hier soir. » Dans sa poitrine, quelque chose se brisa en morceaux comme l'eau glacée fait éclater le fer. Ces mots transformèrent son cœur en glace, engourdissant chaque nerf. Seul son cerveau résistera au froid paralysant. Puis la rage leva sa tête aveuglée et asséna des coups de masse contre ses tempes. Lentement, au-dessus du tumulte de sa torture, une seule pensée saine s'éleva, criant vers lui à travers sa misère. Elle ne devait jamais savoir. Il devait cacher sa fureur. Aucune trace de son horreur ne devait paraître. Pendant un moment, il resta debout, les dents serrées pour retenir le cri outragé qui lui tendait la gorge. Il ne pouvait se fier à sa voix, mais il la serra contre lui, dans ses bras protecteurs, n'osant pas encore rencontrer ses yeux. Il se pencha sur sa tête inclinée et pressa ses lèvres contre ses cheveux, désirant et craignant à la fois d'embrasser ses lèvres tremblantes, de peur que les siennes glacées ne trahissent l'horreur secrète dont elle ne devait jamais parler. Elle ne devait jamais savoir. Alan et son épouse revinrent à l'étang noir durant les premiers jours du mois de juin. Leur retour avait été hâté par un message de Schuyler disant que des affaires l'appelaient hors de la ville et que les dossiers du cabinet rendaient nécessaire la présence d'Alan. M. Reed était parti, immédiatement après le mariage de sa fille, pour un voyage indéfini en Extrême-Orient. Ainsi, Madame Van Norden fut la seule à accueillir le mari et la femme. En les conduisant dans le grand salon de la nouvelle maison, elle sourit avec bonheur et se tourna vers Marion. « Je ferai tout mon possible pour mes 2 enfants afin de compenser votre déception que Schuyler ne soit pas ici. Je sais, Alan, que son absence rend au retour incomplet. » Alan traversa la pièce jusqu'à une fenêtre et abaissa un store. L'absence de Schuyler se prolongea, d'excuse en excuse, pendant des semaines. Lorsqu'il revint enfin, Alan et Marion étaient tout à fait installés dans leur nouvelle maison et leur vie, déclara Madame Van Norden, s'étendait devant eux comme un large chemin, déjà aplani pour le travail et le bonheur. Le bonheur. Le mot même était une moquerie pour Alan, mais il avait réussi à cacher, même aux yeux perspicaces de sa mère, la rage couvante qui empoisonnait sa vie. Schuyler rentra un samedi soir, trop tard pour voir les gens de la ferme. Il se rattrapa en leur écrivant un billet qui fut livré tôt le dimanche matin. Alan venait juste de terminer sa réponse lorsque Marion le rejoignit dans la salle du petit-déjeuner. « Schuyler est revenu. » Alan regarda vers elle. Marion se tenait là où la lumière du matin tombait pleinement, le soleil faisant luire ses cheveux cuivrés. Aux yeux d'Alan, Dieu l'avait créée plus belle que toute autre chose. Il y avait dans le visage de sa femme une beauté si exquise que la regarder soudainement lui procurait toujours une sensation proche de la douleur. Cette impression de beauté renforça ce jour-là sa détermination à mener jusqu'au bout le plan que son cerveau troublé avait élaboré. Marion s'approcha de lui et, regardant par-dessus son épaule, lut le billet. « Cher Schuyler, de savoir de retour est mon seul souhait encore inassouvi. Tu viens déjeuner bien sûr, mais faisons d'abord une baignade. Je te retrouverai à l'étang à 11 heures. Nous n'avons pas encore fait l'épreuve cette année. Aujourd'hui sera parfait pour essayer. Je suis curieux de voir si ce poteau indicateur est encore loin. Ton frère affectionné, Alan. » Lorsque Marion eut fini de le lire, elle se pencha et embrassa Alan. « Je ne crois pas qu'il ait jamais existé de frère dont l'amour fût aussi parfait que le tien et celui de Schuyler. » La plume qu'Alan tenait encore se brisa en deux. « Mais allons. Viens déjeuner, et ensuite tu pourras me parler de cette épreuve dont tu as parlé. » Ce n'est qu'un jeu de garçon. Chaque année, Schuyler et moi avons fait la nage depuis le radeau de plongée jusqu'au tour de la pierre grise au bout de l'étang. Puis, le retour. C'est tout. Vous faites cela presque chaque fois que vous allez dans l'eau. Mais pas pour un record. L'année où nous sommes entrés à l'université, Schuyler a proposé que nous nous chronométrions nos traversées. Chaque année ensuite, nous avons fait l'épreuve, et chaque année, nous avons amélioré notre temps.
Mon Alan a gagné, bien sûr. Et maintenant, il s'attend à ce que je remette le prix. Je prendrai la récompense avant de te le dire. Je la mérite vraiment. C'est assez serré, mais je mène Schuyler de 2 victoires. Il dit que l'année où notre temps cessera de s'améliorer montrera que nous sommes arrivés au poteau indicateur qui pointe vers la route de l'âge mûr. Je tiendrai la montre pour vous aujourd'hui. Non. L'épreuve est strictement privée. Je détesterais que quelqu'un sache, même toi, ma chère, que nous avons atteint ce poteau. Très bien. Mais même si tu gagnes, tu n'auras pas de prix cette fois. Je ne faillirai pas aujourd'hui, Marion. Alors ne sois pas si sérieux à ce sujet. Cet air ne va pas bien avec la victoire. Si tu souris encore, peut-être te laisserai-je toucher ton prix d'avance. Après le petit déjeuner, ils sortirent ensemble dans le soleil. Marchant parmi les fleurs de leur jardin à l'ancienne, il observa la joie qu'elle y prenait avec des yeux qui devenaient plus graves à mesure que les minutes passaient. Il avait du mal, lorsqu'elle le regardait soudain, à faire naître un sourire assez vite pour répondre à ses regards. Alan atteignit volontairement l'étang avec quelques minutes de retard sur l'heure convenue. Schuyler se trouvait dans l'un des compartiments du grand pavillon de bain, de sorte que leurs salutations furent échangées par-dessus la cloison qui séparait les cabines. Quand Alan, prêt à nager, sortit sur le radeau, Schuyler était dans l'eau. Aucune poignée de main n'avait été échangée entre les frères au terme de leur plus longue séparation. « Je me sens particulièrement en forme aujourd'hui. Je te parie n'importe quelle somme jusqu'à $100 que je bats le record. » « Rien que pour te vanter, Schuyler. Tu vas commencer le premier. »« Remonte. J'ai la montre. » Schuyler gagna le radeau et se tint près de son frère. Sur la surface lisse de l'étang noir reposaient 2 portraits miroitants, chaque courbe des corps musclés identique, chaque ligne des beaux visages, pareille. Dans l'expression seule se trouvait une différence. Le visage de Schuyler était illuminé par l'excitation de l'épreuve imminente. Le visage d'Alan était blanc, sa mâchoire serrée. « Je suis prêt, Alan. Donne le signal. » Schuyler se balança au bord du radeau, les bras levés, les muscles tendus, pour l'élan. Les yeux d'Alan quittèrent le visage souriant de son frère pour la montre. Sa langue passa sur ses lèvres sèches. « Vas-y. » Schuyler fendit l'eau d'un plongeon net et peu profond. Il adopta aussitôt une nage latérale rapide, son corps avançant sans pause entre les balayages de ses bras puissants. En contournant la pierre grise au bout de l'étang, Schuyler disparut un instant. Un autre passa avant qu'il ne réapparût dans un éclaboussement. Il accéléra pour la seconde moitié de la nage. Derrière lui s'étirait un sillage de rides toujours plus large, brisant la surface sombre de l'étang. Alan tomba à genoux au bord du radeau, la chair de son corps frémissant sous sa peau moite. Schuyler avançait en plongeant, plus que quelques mouvements jusqu'à l'arrivée. Alan entendit la respiration lourde de son frère. « Temps !» cria-t-il quand Schuyler passa devant lui. Schuyler ralentit sa nage et se retournant revint lentement. « Alors, ai-je battu le record ?» Alan se pencha loin au-dessus de l'eau. « Qu'est-ce que tu fais ?» La surprise, puis une peur soudaine, se montrèrent sur le visage de Schuyler. « Alan, lâche mes épaules !» Alan resserra sa prise. « Oui, Schuyler, tu as abaissé le record de toute virilité. » Sur son visage se trouvait le même air sinistre qui s'y était posé la nuit où il avait failli tuer un homme pour défendre son frère. « Lâche-moi, bon Dieu, lâche-moi !» Les lèvres d'Alan étaient une ligne scellée. Fermé à toute autre parole inutile, il traîna son frère dans l'eau, plus près du radeau. La marque du lâche apparaissait clairement dans les yeux de Schuyler, élargi par la terreur, mais rassemblant chaque once de ses forces épuisées, il ramena brusquement les genoux et prenant appui du pied contre la plateforme flottante, tenta de se libérer de la prise d'Alan. Et la longue nage avait exigé son tribut. Alan arracha Schuyler à moitié hors de l'eau, puis le replongeant, étouffa le cri qui montait de sa gorge. Alors, raffermissant sa prise impitoyable, Alan maintint la tête de son frère sous la surface, fixant sans pitié à travers l'eau ce visage terrifié. Sans détourner le regard, il observa les muscles des mâchoires de Schuyler se tendre, tandis qu'il s'efforçait de retenir son souffle.
Il observa jusqu'à ce que les mâchoires s'ouvrent en un chapelet de bulles jaillissent vers la surface. Juste à la fin, la haine éclata dans les yeux de son frère avant que le voile vitreux de la mort ne les privât de conscience. Lorsque le dernier faible frisson parcourut le corps noyé, Alan arracha ses yeux au visage spectral. Après un moment pour se ressaisir, il glissa silencieusement du radeau dans l'étang. Saisissant une poignée de cheveux mouillés, il remorqua le mort à mi-chemin de la pierre grise. Arrivé exactement dans la ligne de nage de Schuyler, il lâcha prise. Il attendit, battant l'eau sur place tandis que le corps sombrait lentement. En descendant, il pivota. De nouveau, les yeux fixes regardèrent Alan en plein. Pris d'un frisson, il nagea rapidement jusqu'au radeau, affolé à l'idée de quitter l'eau qui contenait la chose morte qu'il avait créée. Mais une fois à terre, Alan marcha sans hâte à travers le quart de mille de bois entre l'étang et la pelouse ouverte autour de la maison de sa mère. Atteignant l'extrémité du bois, il se mit à courir et commença à appeler au secours. Lorsque le corps de Schuyler Van Norden fut remonté du fond de l'étang noir, il ne portait aucune marque. Les médecins convinrent que la mort avait été causée par l'effort violent de l'épreuve de natation. À l'endroit où il avait été retrouvé, l'étang avait une profondeur d'une 30aine de pieds. Rien d'étonnant à ce que les plongées d'Alan eussent été inutiles. Même s'il avait atteint l'homme épuisé avant qu'il ne coule, cela n'aurait servi à rien. Quand le cœur s'arrête, dirent les médecins, il s'arrête pour toujours. Au bout d'un certain temps, la vie retrouva son équilibre dans les deux maisons de l'étang noir. Un intérêt nouveau surgit pour émousser le tranchant du chagrin de Madame Van Norden, un intérêt qui poussait Alan à montrer de la joie lorsqu'il était avec Marion ou sa mère, puis à rester couché éveillé heure après heure dans la nuit, lorsque l'obscurité cachait le froncement de doute qui labourait son front. Quand, à la lumière du jour, il voyait dans les yeux de Marion l'éclat de la joie inattendue, il lui souriait bravement en retour. En voyant son visage illuminé par le secret de la vie, il oubliait pour l'instant le regard des yeux agrandis par la terreur qui le poursuivait. Mais il se réjouissait que ses yeux ne vécussent plus pour voir cette femme. Alan ne connut pas le remords du meurtrier. Il se sentait comme un homme qui aurait écrasé la tête d'une vipère ayant empoisonné la femme qu'il aimait. Et pourtant, lorsqu'il était seul, le souvenir lui revenait, des yeux le fixant à travers l'eau. Et il revoyait le rictus bleuâtre et tordu sur la bouche de sa victime. À Marion, il cachait toute trace d'agitation, de doute. Ses manières envers sa femme devinrent plus douces, plus tendres, à mesure que le jour approchait. « Si tu es si bon avec moi, Alan, notre enfant trouvera une mère gâtée à supporter. » Et malgré toute sa prudence, elle le prit 2 fois au dépourvu. Un après-midi tardif, elle entra dans la bibliothèque. Alan fixait les yeux vides, la cheminée froide. Il leva la main qu'elle posa sur son épaule et la baisa en silence. « C'est étrange, Alan. Nous n'y avons jamais pensé avant, mais si, mon cher, c'est un garçon, je te laisserai l'appeler Schuyler. » Il se demanda comment il parvint à étouffer le brasier de haine dans ses yeux avant qu'il ne brûlât le mur de son secret. Son second relâchement fut plus difficile à couvrir. Marion se reposait tandis qu'il se préparait pour le dîner. Il avait laissé ouverte la porte de son cabinet de toilette afin qu'ils puissent s'appeler l'un l'autre, jaloux même du cours du temps que le rasage lui prenait d'elle. « Alan ? Alan ?» Il entendit la voix de Marion, comme à travers une distance. « Pourquoi ne réponds-tu pas ? Alan, arrête, ne regarde pas ainsi. » Elle était près de lui serrant le bras. La peur dans son ton le ramena à pleine conscience, mais il n'avait aucun mot pour expliquer pourquoi il était resté silencieux, immobile. Pendant combien de temps, il ne le savait pas, à fixer le reflet dans le bol d'eau claire devant lui. Ce fut le commencement d'une terreur qui grandit de jour en jour. À partir de ce moment, Alan ne put jamais se fier à lui-même pour regarder une eau immobile. Le mois de janvier de cette année-là resta morne du début à la fin. Le dernier matin du mois funeste peina à naître sous un ciel couleur d'ardoise. Toute la journée, le grésil battit sans relâche, la surface souillée d'une vieille neige de 2 semaines. Alan demeura entre les murs de sa maison, rongé par son impuissance, tressaillant à chaque bruit qui venait de la chambre de Marion. Ce fut durant l'heure la plus triste du jour qu'il traversa ces instants qui furent pour lui un enfer, une torture insensée pour celle qu'il aimait. Lorsque enfin sa mère vint à lui,
Il cria devant le changement de son visage. « Pour l'amour de Dieu, dites-moi vite, mère !» Elle passa ses vieux bras autour de son cou et attira sa tête jusqu'à ce que sa joue touche la sienne. « Tu as une fille, Alan. »« Mais... Marion !» Il sentit les larmes soudaines de sa mère mouiller sa joue. Saisissant ses épaules, il l'attira jusqu'à l'endroit où la dernière lumière grise stagnait contre la fenêtre occidentale. « Marion, elle n'est pas morte ?»« Non. Mais va vers elle, Alan. Va vers elle. Et vite. » Il s'arracha de la pièce et courut aveuglément dans le couloir. À la porte de Marion, il s'arrêta, s'accrochant au bouton tandis qu'il se forçait au calme. Puis il alla rapidement jusqu'au lit et tomba à genoux près d'elle, tout le désir de la vie concentré dans son regard posé sur les paupières closes de Marion. « Ma précieuse, je suis là, avec toi. » Sa main bougea faiblement vers lui. Il la saisit et la tint contre son cœur. Ses yeux s'ouvrirent, l'ombre d'un sourire traversa ses lèvres. « Mon Alan !» Puis ses yeux se refermèrent. Ce fut sa mère qui finit par défaire l'étreinte des doigts d'Alan autour de la main froide de Marion, elle qui conduisit l'homme hébété hors de la chambre. L'effet de sa perte fut un choc pour ceux qui aimaient Alan. Qu'il eût aimé Marion avec une dévotion à peine inférieure à l'adoration était évident pour tous ceux qui les avaient vus pendant les quelques mois de leur vie conjugale. Et ses amis furent déconcertés de voir cet homme fort et maître de lui sombrer dans le désespoir. Dès la nuit où sa mère l'avait fait sortir de cette chambre, où la vie de Marion avait été arrachée à sa garde, Alan avait été comme insensible à toute sensation. Désormais toujours silencieux, il errait sans but dans sa maison brisée comme s'il cherchait sans cesse. Ses pas sans espoir le menaient de pièce en pièce, d'étage en étage, mais toujours, il évitait une partie de la maison. Les efforts pleins de tact de sa mère pour briser sa léthargie demeuraient vains. Souvent, lorsqu'elle lui parlait, il ne répondait pas. Puis, la question répétée, il se tournait vers elle, l'air égaré. Pendant 2 mois après la mort de Marion, Madame Van Norden observa en silence, mais avec une peur croissante, d'étranges comportements d'Alan. Puis, incapable de le supporter davantage, elle alla le trouver, déterminée à mettre fin à ses rêveries, quel qu'en fût le prix. Il était, comme elle le trouvait si souvent maintenant, rejeté dans son fauteuil, regardant d'un œil vide, ses mains ouvertes. « Alan, j'ai quelque chose à te demander, quelque chose que tu ne dois plus refuser. »« Oui, oui. »« Qu'avez-vous dit, mère ?» Elle le secoua doucement. « J'ai dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Le chagrin, Alan, à sa place, peut être son utilité, mais s'y abandonner entièrement est une faiblesse indigne d'un de mes garçons. » Il ne répondit rien, soutenant son regard comme s'il l'entendait à peine. « Il y a autre chose, Alan, qui est à la fois indigne et injuste. Comment peux-tu éprouver de l'amertume contre ton enfant, ta propre fille ?» Il se détourna d'elle. « Je t'en prie, mère, je ne peux pas. Je te dis que je ne peux pas. Et moi je dis que ce que tu ne peux pas faire, c'est laisser cette chose morbide, contre nature, vivre et grandir en toi. Elle empire chaque jour. Hier, quand tu étais dans le couloir du haut et que j'ai ouvert la porte de la nurserie, tu as fui dans l'escalier. Penses-tu jamais à la peine que cela me fait? À la peine que ça lui ferait à elle. » Il dissimula son visage. « Alan, je te demande de briser le pouvoir que cette aversion a pris sur toi. Je te le demande au nom du souvenir de Marion, pour l'amour de cet enfant. » « Que veux-tu que je fasse, mère? »« Viens avec moi. Viens avec moi voir ton enfant. »« Maintenant? » ?»« Oui, maintenant. Je te promets, Alan, qu'il n'y aura personne d'autre dans la pièce. » Il resta un instant irrésolu, puis il se leva lentement. Elle prit sa main froide et sortit avec lui de la pièce. Ils étaient dans la nurserie lorsqu'elle parla à nouveau. « Va vers elle, Alan, et vois quel bel enfant tu as. » Il demeura sans un son, ni un seul mouvement, regardant le berceau blanc jusqu'à ce que sa mère eût atteint la porte. Alors, avec un cri, il bondit vers elle.
Ne me laisse pas. Pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas seul avec ça. » De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Sa mère le prit par les 2 bras. « J'ai honte. J'ai honte de toi, Alan. Comment peux-tu te laisser aller ainsi? Viens, et je vais te montrer la chose la plus merveilleuse du monde. Un bébé, ton bébé. » Elle le mena jusqu'au berceau couvert de dentelle. « Maintenant, regarde. Regarde, mon fils, et redeviens un homme. » La femme aux cheveux blancs était splendide dans sa colère. Alan se tint au-dessus de la tendre chose qui le regardait avec de grands yeux ouverts, des yeux si semblables aux siens et à ceux de Schuyler. Quelque chose dans son cœur, engourdi par le chagrin, répondit à ce regard. Les lignes autour de sa bouche se détendirent. « Vois comme elle est parfaite. » Sa mère souleva le bébé dans ses bras. L'enfant de Marion fixa Alan avec les yeux flous de la petite enfance. Il s'approcha. Alors, depuis ce néant mystérieux qui fait le monde d'un bébé, quelque chose vint jusqu'à l'esprit qui s'éveillait. Comme Alan se penchait, le doux front se plissa d'un minuscule froncement. Aussitôt, la tête fut rejetée en arrière, très en arrière. La petite bouche s'ouvrit, et d'elle sortirent ces sons qui tiennent lieu de rire chez les bébés. Pendant une seconde, l'homme resta figé, les yeux soudain enflammés, le visage tressaillant. Puis il lança un juron effroyable, et se rejetant loin de sa mère horrifiée, se retourna et s'enfuit de la pièce. Dévalant imprudemment l'escalier, Alan s'échappa de la maison. Sans prendre garde à la direction qu'il suivait, il continua d'avancer sauvagement, ne sentant aucun froid du vent cru qui balayait sa tête nue. Son esprit égaré ne retenait qu'une seule pensée. Il devait s'éloigner de la maison qui abritait l'enfant. Dans sa hâte frénétique, il trébucha et tomba. Pendant la pause qui suivit son relèvement, il s'aperçut qu'il se trouvait sur le sentier qui menait à un lieu de terreur pour lui. Il ne pouvait aller jusqu'au bout de ce chemin. Tandis qu'il restait là, incertain, les pensées de la chose impuissante qui, pour vivre, avait pris la vie de Marion, emplirent son cerveau d'une haine plus féroce encore. Comme ce serait rapide, comme ce serait facile. Il regarda ses mains. Les doigts s'ouvraient et se refermaient avec avidité. Jurant à voix haute, il se mit à courir, fuyant droit devant lui le long du sentier. Il ne s'arrêta ni ne ralentit avant d'atteindre la plateforme flottante au bord de l'étang noir. Aucun rayon du soleil, dissimulé par le ciel couvert de Mars, ne perçait à travers les branches des arbres nus. La surface de l'étang luisait comme une feuille d'acier terne et polie sous les nuages bas. Alan, haletant, se tenait debout, les yeux levés. Il ne voulait pas regarder dans l'eau noire. Et pourtant, pourquoi ne pas regarder? Pourquoi ne pas revoir une fois encore l'endroit même où il avait débarrassé le monde de... Non. Il lutta pour maîtriser le sortilège qui l'attirait plus près, toujours plus près de l'eau. Pouce par pouce, il avança contre sa volonté jusqu'à sentir le bord du radeau sous ses pieds. Il lutta encore un instant, puis tomba à genoux. Ses dents grincèrent durement l'une contre l'autre. Là, juste sous lui, sous la surface immobile de l'étang noir, flottait le visage de son frère. Ce n'était plus un visage mort aux lèvres bleues, mais un visage vivant, déformé par la rage. Un vent ridait la surface de l'étang, envoyant des rictus mouvants et tordus sur sa bouche. Il est revenu. Il est revenu rire de sa victoire. Les yeux sous l'eau s'élargirent, devinrent plus fous. Le rictus joua avec moquerie autour de la bouche ouverte. Hurlant et jurant, Alan plongea une main crispée. Ses doigts se refermèrent sur le vide, mais le visage n'avait pas disparu. Il était là, jubilant de haine contre lui, juste au-delà de sa main tendue. Il ne devait pas s'échapper. Un peu plus loin seulement, et il pourrait le saisir. Le visage moqueur sombra plus bas sous sa prise, plus profonde. « Je te suivrai, tu ne m'échapperas pas !» Il plongea dans l'étang. Tâtonnant aveuglément pour saisir et étrangler la gorge haïe, Alan se força à descendre dans l'eau glacée, s'enfonçant de plus en plus profondément à chaque mouvement fou. Ses poumons réclamaient l'air avec douleur. Ses doigts se refermèrent autour d'une chose invisible, loin sous la surface. Il ne lâcherait jamais. Jamais il ne desserrerait sa prise, jusqu'à...
Longtemps après que ses eaux furent redevenues tranquilles, les mains d'Alan restèrent verrouillées autour du chicot pourri au fond du lac. Verrouillées longtemps après que tout soit devenu immobile à la surface et sous la surface de l'étang noir. Les lourdes grilles en fer forgé du domaine Van Norden se dressent aujourd'hui, sinistrement closes. L'allée qui mène à la maison abandonnée sur la colline s'étire, envahie par les mauvaises herbes et inutilisée, entre les doubles rangées de châtaigniers morts du chancre. Cachée depuis la route, enfermée par un fourré de broussailles et de ronces entremêlées, désolée, lugubre, morne, repose le sinistre miroir de l'étang noir. Okay, this is good. General eye color. I kind of like... Oh, shit. Yen? Yen, is that you? Gosh. Why do I always accidentally create Yen? Don't know. Add options. Here... This looks like she shit herself, and then she tried to clean her butthole, and then she accidentally put the shit like on her chin. You see that? What do you think about that? What? Am I wrong? Faboon, red heart emoji. Babu! Really? Thank you so much for the 3 months of support to Blackjack Nugas for Boo. Boo, I miss him. He's still eepy. Thank you. And Sir Onion, thank you so much for the 4 months of Prime. Thank you, Sir Onion. I love your name. Okay, hold on. Where were we? Here. Enhanced eye color? Oh, sick. She can look like on drugs. Ooh. Ooh. I kind of like this. Body details. I'm just not sure about that lip. Hold on. Also not sure. About this makeup of hers. I don't know. Shade, eyebrows, hair. No, I kind of like the ponytail the most. What do you guys think? This makeup or this?